Bon, j'ai pas prévu de faire cette vidéo, mais suite aux réactions provoquées par ma précédente vidéo, celle sur l'ivresse mentale, si tu l'as pas vu, je te mets le lien dans la description sous cette vidéo. Donc, suite aux réactions de certaines personnes qui ont vu donc cette vidéo, j'ai eu envie de faire cette vidéo d'aujourd'hui pour clarifier certains points et peut-être même appuyer certains points qui sont essentiels, qui n'ont peut-être pas été correctement perçus. Donc, je vais te passer juste un court extrait de la vidéo précédente, juste pour que tu puisses te poser et être dans le contexte. Est-ce que tu vois à quel point l'ivresse mentale peut rendre les gens cons? Je ne dis pas que cet ami est con. Je dis simplement que quand il est dans l'ivresse mentale, il est con, il est même très con. De la même manière, si tu as quelqu'un autour de toi qui boit dans une soirée et qui boit beaucoup, cette personne va devenir complètement conne. Et bien là, c'est exactement pareil. Sauf que c'est plus discret. La personne ne s'en rend pas compte. Donc on en revient au direct. Alors avant de commenter un peu plus cette vidéo précédente, je voudrais juste reposer le cadre, le contexte de mes vidéos et de ma chaîne YouTube. Quand je fais une vidéo, ça sera peut-être un peu différent aujourd'hui parce qu'on est plus dans une partie explication, mais d'une manière générale, quand je fais une vidéo, je me pose et je laisse les mots venir. Je répète, je me pose et je laisse les mots venir. Les mots ne sont pas une réflexion intellectuelle qui sortent de ma tête comme ça, qui descendent et puis qui sortent par la bouche. Non, c'est des choses qui viennent de l'intérieur, des mots qui sont nouveaux, des phrases qui sont nouvelles, des concepts qui sont nouveaux et qui sortent comme ça en venant de l'intérieur. C'est exactement comme ça, par exemple, que le terme « ivresse mentale » a été créé, parce que c'est une expression qui, avant de démarrer la vidéo, n'existait pas, probablement nulle part sur Internet, et en tout cas pas dans mon esprit. Je n'étais pas conscient de ce terme, je n'étais pas conscient de cette expression. Ça, c'est un point à bien comprendre. Il y a du lâcher-prise dans la plupart de mes vidéos, un lâcher-prise total. Et ce lâcher-prise total, il va correspondre à une intention qui va être liée au titre de la vidéo ou à une situation particulière que je vais prendre en exemple. Là, en l'occurrence, dans la vidéo précédente, c'était cet ami qui était allé à la piscine avec son fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu regardes la vidéo si tu ne l'as pas vue. L'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a cette intention, il n'y a pas un contrôle sur ce qui est dit mentalement. Ce n'est pas ma partie qui pense qui parle à ta partie qui pense. Si tu veux une partie qui pense qui parle à ta partie qui pense, tu vas avoir un psy, tu vas avoir un thérapeute, tu vas voir qui tu veux, et puis il va te raconter des histoires, il va parler avec son mental à ton mental. Moi, ça m'intéresse pas. En tout cas, c'est pas le but de cette chaîne. Probablement que dans certains cas, dans des contextes plus coaching, on va dire, effectivement, je vais parler avec mes clients, on va parler de gestion du temps, on va parler de choses terre à terre ou de comment utiliser leur ordinateur ou telle application pour optimiser certaines tâches. Ok, là, on est dans du terre à terre. Sur cette chaîne, on est là pour t'amener à augmenter ton niveau de conscience, à sortir du pilotage automatique, à sortir de ce que j'appelle l'ivresse mentale dans la vidéo précédente. Par rapport à ça, tous les moyens sont bons. Quand je lâche prise, je laisse les mots venir, il n'y a pas de censure. Si à un moment donné, il y a une phrase qui est dite, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est fait qui fait que la personne se sent agressée, se sent coupable ou se sent je ne sais quoi, c'est totalement OK pour moi. Ce qui compte, c'est le résultat. Si à un moment donné, il faut que la personne me déteste, pour arriver à un résultat, c'est parfait. Et je l'accepte. J'ai déjà eu des exemples de clients dans le passé, parce que si tu ne le sais pas, je te le précise, j'ai été hypnothérapeute pendant très longtemps. Concrètement, il y a des clients dans le passé qui m'ont détesté. Et je m'en fous. Je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Je suis là pour que les gens aient du résultat. Si ce résultat passe à un moment donné par leur dire certaines choses qui ne sont pas agréables à leurs oreilles ou qui les font se sentir de telle ou telle manière, ça m'est totalement égal.
Encore une fois, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à ce que ça provoque du résultat. C'est ça qui compte. Si j'ai le choix entre une personne qui m'aime et qui n'avance pas, ou une personne qui me déteste et qui a une transformation, je vais choisir la deuxième option. Je te parle dans un contexte de travail, bien entendu. Je vais choisir la deuxième option. C'est évident. Parce que je ne suis pas là dans mon intérêt, je suis là dans l'intérêt des personnes qui me suivent. Encore une fois, ce qui compte, c'est le résultat. Et pour ces quelques personnes qui m'auraient détesté, dans la plupart des cas, quelques années après, elles m'ont réécrit en me disant « Je suis désolé pour ce que je vous ai dit il y a quelques années. Je mesure maintenant l'ampleur du travail qui a été fait. Et je comprends à quel point cette étape était importante. Point final. Encore une fois, ce qui compte, c'est le résultat. Je vais te donner 2 anecdotes pour illustrer ce que je te dis là. Première anecdote, j'étais en formation d'hypnose. Donc, c'était il y a plus de 20 ans. J'étais en formation d'hypnose et quand on fait une formation, on a des exercices à certains moments où on est 3. Il y a la personne qui joue le rôle du thérapeute, il y a la personne qui joue le rôle du client et il y a une 3e personne qui est le feedback. Donc, elle est là, elle ne dit rien, elle regarde l'exercice, elle prend des notes et ensuite, elle va faire un feedback au thérapeute en lui disant « voilà ce que j'ai observé », etc., etc. Dans l'exercice en question, j'étais, donc le thérapeute, il y avait en face de moi une personne qu'on va appeler Mathias, et cette personne avait un souci, c'est qu'elle était très timide, très réservée et un manque de confiance en soi. Ok. On démarre la séance, et à un moment donné, donc c'est une séance où la personne, on l'a fait descendre à l'intérieur d'elle. Alors c'est différent de comment tu peux descendre à l'intérieur de toi dans ces vidéos, parce que là, on se retrouve à un autre niveau. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Il descend à l'intérieur de lui, et à un moment donné, je commence à être très directif durant la séance. Limite, même peut-être un peu agressif dans ce que je disais. Fais ceci, fais cela, etc. Et la personne qui faisait le feedback me regardait, il me faisait les gros yeux comme ça, puis il me disait hey, calme-toi. Enfin, il me faisait signe. Hey, t'abuses un petit peu, là, t'es en train de le secouer, t'es en train de le pousser. Et à un moment donné, alors que Mathias était en transe, il ouvre les yeux, il me regarde fixement, et il dit « Mathias ne reçoit d'ordre de personne ». Avec une grosse voix, tu vois, ça me donne des frissons d'y penser. Parce que ça a connecté quelque chose d'important ce jour-là. Avec cette grosse voix comme ça, « Mathias ne reçoit d'ordre de personne ». Et après, il ferme les yeux. Et à la fin de la séance, on lui demande s'il se rappelle ce qui s'est passé durant la séance, mais il répond que non. En tout cas, il n'avait aucun souvenir de cet instant précis. Moralité de l'histoire. J'ai lâché prise durant la séance. J'ai laissé une autre partie de moi diriger la séance. Et cette autre partie a utilisé les mots justes pour provoquer le résultat. Et ce résultat, je n'aurais pas pu mentalement dire qu'il fallait faire comme ceci ou comme cela pour provoquer le résultat. Oui, le résultat, qu'est-ce que ça a été? Ça a été que ce jour-là, ça a été un jour charnière dans sa vie. Depuis ce jour-là, son niveau de confiance en lui a totalement été décuplé et il n'a plus jamais été timide. Il y avait le Mathias d'avant et le Mathias d'après. Est-ce que consciemment, j'aurais pu provoquer ce résultat? Non. Parce qu'en réfléchissant, c'est la partie qui pense, qui aurait interagi avec sa partie qui pense, et on s'en fout. Les résultats, ils viennent d'un autre niveau. Donc, à un moment donné, j'ai lâché prise. C'est passé par une étape qui était un petit peu secouante. La personne extérieure, donc le feedback, me regardait en me disant n'importe quoi. Sauf que c'est ce dont Mathias avait besoin à cet instant. Il faut bien comprendre ça. On s'en fout de par où on passe. Ce qui compte, c'est le résultat. Une personne qui regarde mes vidéos, je m'en fous qu'elle rigole ou qu'elle pleure. Ce qui compte, c'est le résultat. La raison pour laquelle elle vient voir ma vidéo, ou la raison pour laquelle elle s'abonne à ma chaîne YouTube, lui permet d'obtenir un changement intérieur. Et là, en l'occurrence, dans le cadre de la chaîne, c'est avancer en dehors de la prison du mental pour petit à petit découvrir et vivre un autre univers qui est ce que j'appelle l'univers du non-mental.
Donc, dans l'exemple de Mathias, on voit clairement que je n'aurais pas pu provoquer ce résultat en réfléchissant ou en étant politiquement correct et gentil. Parce que je ne me rappelle plus exactement la teneur des propos à ce moment-là, mais je te garantis que pour le faire sortir de ses gonds comme ça, alors qu'il n'avait jamais été comme ça, c'était pas des mots qui étaient tendres, c'était pas gentil. Mais encore une fois, on s'en fout. La personne ne vient pas faire une séance pour être caressée dans le sens du poil. Sinon, on va avoir un psy, puis on raconte sa vie toutes les semaines, et puis on est bien content, et puis on a l'impression qu'on avance, et juste on est en train de discuter. C'est pas le but. Deuxième cas de figure. Alors, je te préviens, ce deuxième cas de figure, il peut être un peu plus choquant. J'étais allé voir ma tante, donc j'étais jeune, je ne sais plus quel âge j'avais une vingtaine d'années. J'étais allé voir ma tante, donc j'habitais dans l'Est de la France, et ma tante habitait aussi dans l'Est de la France. Et concrètement, elle était en pleine crise. Donc elle était avec son copain de l'époque, et elle était en pleine crise, c'est-à-dire qu'elle était en pleine déprime, elle était au 3e sous-sol, au bout du rouleau, comme régulièrement, c'était le cas dans sa vie. Et à un moment donné, je vais les voir, je vois qu'elle est dans cet état, je dis allez, on va se promener, on va faire un tour, ça va peut-être lui changer les idées. Donc on décide d'aller avec mon oncle et elle, on va au Ballon d'Alsace. Si tu es de l'Est de la France, tu as déjà été dans l'Est de la France, tu sais où ça se situe. Donc on va tout en haut du Ballon d'Alsace, on prend l'air, etc. Je me dis, ça va lui faire du bien. Tout le long du chemin, elle n'a pas arrêté de se plaindre, de nous saouler, etc. Oh, je suis déprimé, j'en ai marre, etc. Voilà. T'imagines le décor. Un dimanche après-midi, super sympa. On arrive en haut du Ballon d'Alsace, on marche, je me dis, allez, on la fait marcher, ça va la calmer. Rien du tout, elle continue à se plaindre, tout ce qu'elle pouvait et tout. Son pauvre copain était totalement désespéré. Puis à un moment donné, on était tout en haut, il y avait un banc, on était assis, et puis il y avait la falaise un peu plus loin, il y avait un précipice. Et à un moment donné, elle dit « Ah non, mais moi je serais capable de sauter là et d'en finir, de sauter dans le vide, j'en ai marre, etc. » Je la regarde. On va changer son prénom. On va dire Thérèse. Elle ne s'appelle pas Thérèse. On va changer son prénom. Je lui dis Thérèse. Si tu as envie de sauter, tu sautes. Mais si tu n'as pas envie de sauter, t'arrêtes de nous casser les couilles avec tes histoires. T'arrêtes de te plaindre, de pleurnicher toute la journée, parce qu'on en a plein le cul. Et elle s'attendait tellement pas à ce qu'on lui dise ça, qu'elle s'est assise sur le banc. Et tout le restant de la journée, elle était calme, elle était posée. Et quand on est rentré chez eux, le copain de ma tante m'a dit « C'est bien, t'as bien fait de lui parler comme ça lui a fait du bien. » Vu de l'extérieur, on pourrait dire « Mais il est complètement fou, David, comme si. Tu dis pas à une personne qui a envie de se vas-y, toi, etc. » On est bien d'accord. Et je suis 100% d'accord avec toi. Sauf qu'à cet instant-là, il faut bien comprendre qu'il y a une partie de moi qui est connectée à une partie d'elle et qui sait les mots qu'elle a besoin d'entendre et qui va prononcer ces mots, et c'est ça qui provoque le changement. Si tu te dis « Ah, c'est bien la technique qu'il a dit, je vais l'utiliser », et que tu l'utilises intellectuellement, la personne va sauter. Tu comprends ? À un moment donné, ce n'est pas la partie qui pense, qui dit les choses, et je suis bien conscient que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Réussir à sentir la personne, parce que c'est mon mode de fonctionnement, j'arrive à sentir la personne, et quand je lâche prise, je peux dire le bon mot, la bonne phrase, qui va provoquer la bonne réaction, qui va amener le bon changement, et ça ne passe pas encore une fois par la partie qui pense. Et j'assume totalement cette position, et je n'ai jamais eu aucun problème par rapport à ça. Puis de toute façon, c'était un cas particulier. Et j'ai envie de dire, elle n'était pas à 2 cm du vide. Si vraiment elle s'était dirigée vers le bord, j'aurais eu largement le temps de la rattraper. Ok ? Je sais, ces exemples vus de l'extérieur sont peut-être pas évidents. Mais ça illustre bien le fait qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise, et dans ce lâcher-prise, c'est une partie qui est au-delà de la partie qui pense, qui va s'exprimer, et cette partie-là, qui n'est pas dans l'ivresse mentale, cette partie-là va utiliser les bons mots, les bonnes phrases.
Et la preuve, c'est que suite à ma vidéo précédente, les gens qui m'ont contacté en privé ou qui ont écrit des commentaires ont tous utilisé quasiment le terme ivresse mentale. Ça les a marqués et c'est très bien. Si ça les a marqués, ça leur permettra de pouvoir se rendre compte un peu plus la prochaine fois dans certaines situations qui sont dans cette ivresse mentale. Si le terme qui était employé, à savoir con, les a marqués aussi, c'est OK. Encore une fois, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Ce qui compte, c'est de créer des rayures dans le disque mental. C'est de faire que la personne ne fonctionne plus de la même manière et qu'elle arrive à prendre le contrôle, le dessus sur le mental. Sinon, elle est en pilotage automatique et c'est n'importe quoi. Et dans l'exemple que je prenais, donc je prenais l'exemple de cet ami de la piscine, et je disais la problématique, ce n'est pas qu'en situation il ait réagi de cette manière-là, parce que je comprends que des personnes qui soient anxieuses, voire même, comme une personne m'a dit dans les commentaires, qui souffrent de troubles d'anxiété généralisés, puissent être dans des comportements qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler à certains moments. C'est OK. C'est pas de ça dont je parlais. Ce dont je parlais, c'est sa réaction après. C'est le fait d'avoir du recul sur ce qui s'est passé et de se dire, si c'était à refaire, peut-être que je pourrais faire différemment. Ou de se dire, peut-être que la prochaine fois, je pourrais laisser mon fils à la piscine et de pas rester derrière la vitre, ou quelque chose comme ça. Et ce que je dis là, c'est l'exemple de cet ami, mais c'est valable dans plein de situations dans la vie. Être capable, après coup, de se rendre compte qu'on a eu tel ou tel comportement. Si à un moment donné, j'ai certains comportements qui ne sont pas adaptés, qui sont exagérés, qui sont amplifiés d'une situation ou qui sont complètement dans une distorsion mentale qui n'a rien à voir avec la réalité, il faut que je puisse m'en rendre compte à un moment donné. Sinon, je ne peux pas me reprogrammer. Il faut juste savoir que le mental, à un moment donné, si on n'a aucun contrôle dessus, il est en roue libre. Il fait ce qu'il veut. Et chaque fois qu'on est anxieux, ça lui ramène encore de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Bien sûr, ce n'est pas un psy qui va te parler du mental. Ce n'est pas un psy qui va te parler de la connexion intérieure, du fait de sortir du mental et de devenir ton être intérieur, d'avoir ce recul et de pouvoir contrôler les réactions du mental. De pouvoir lui dire de se taire à un moment donné, de pouvoir lui dire stop, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de totalement irrationnel qui est en train de se passer. Et ce travail de pacifier le mental, c'est un travail qu'on fait sur cette chaîne petit à petit. S'il n'y a pas de pacification du mental, si la personne, elle est à vif comme ça, le moindre truc, elle est comme un élastique tendu et t'appuies dessus et bam, ça part, ou un piège à souris ou je ne sais quoi, non. Il faut pacifier le mental. Et pour pacifier le mental, il faut de la prise de conscience. Je répète, pour pacifier le mental, il faut de la prise de conscience. Il faut du retour sur soi-même. Être capable de prendre ce recul et de dire « Ok, voilà ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. » Si je n'arrive pas à avoir ce recul sur moi-même, là, il y a un problème. Parce que oui, il peut y avoir des moments de tempête, il peut y avoir des moments qui remuent dans le quotidien. D'accord. Mais à un moment donné, il y a aussi des moments où ça se calme. Peut-être quelques minutes avant de me coucher, ou peut-être le matin quand je me réveille, je ne sais pas. Il doit y avoir des minutes où ça se calme. Et dans ces quelques minutes où ça se calme, alors je ne dis pas que c'est la mer plate, mais je dis simplement que peut-être les vagues sont un peu moins hautes. À ce moment-là, je prends du recul, en considérant que je ne suis pas le mental. Mais quand je vais voir un psy, est-ce que le psy va me dire « je ne suis pas le mental » ? Non. Est-ce qu'il va me dire « je ne suis pas les pensées » ? Non. Est-ce qu'il va me dire « je ne suis pas les émotions » ? Non. Alors, il y a peut-être des psys qui vont me répondre dans les commentaires « si, moi je le fais ». Très bien, je ne veux pas dire que c'est tout le monde comme ça, mais d'une manière générale, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans des séances de thérapie. Et la plupart des psys n'ont pas ce niveau de conscience. Ils sont juste dans le mental à utiliser des outils mentaux. Ils vont faire un diagnostic de la personne, ils vont mettre une étiquette sur la personne. Ils vont dire « Ah, ben cette personne est là, comme disait une personne dans les commentaires, elle a un trouble de l'anxiété généralisée. » Ok, très bien.
À un moment donné, on me met cette étiquette de dire j'ai un trouble de l'anxiété généralisée. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je suis là, ah mais c'est pas de ma faute, parce que concrètement, c'est la chimie dans le cerveau qui est déréglée, donc en fait, je peux rien faire. Mais je suis désolé, il y a toujours de la marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, elle passe par de la conscience. Si à un moment donné, j'ai suffisamment de conscience pour regarder une vidéo de David Comcy, voire même en regarder plusieurs, si j'ai suffisamment de conscience pour écrire un commentaire, eh bien, ça veut dire que j'ai suffisamment de conscience pour comprendre des choses simples dans ma vie et de les appliquer. Un exemple tout simple. Je te parlais à l'instant donc de troubles dans l'anxiété généralisée. Ok. Quelle est la solution par rapport à ça? Cette solution, elle passe en premier par l'augmentation du niveau de conscience et l'augmentation du niveau de conscience de l'hygiène du quotidien. Une personne qui a des troubles de l'anxiété généralisée ou même des troubles de l'anxiété ou une personne qui est juste anxieuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de consommer des excitants, donc que ça soit du café, du tabac, de l'alcool ou d'autres substances qui sont psychoactives. Ensuite, il faut adopter un bon équilibre alimentaire. Ensuite, il faut prendre des mesures pour un bon sommeil, pratiquer une activité physique régulière et adopter des techniques de relaxation. Ce que je viens de dire là, est-ce que les personnes qui ont des troubles de l'anxiété généralisée le font? Je ne sais pas, je ne suis pas chez tout le monde. Mais les clients que j'ai pu avoir dans le cadre de mon activité d'hypnothérapeute ne faisaient pas ces choses, n'avaient pas cet équilibre de vie, n'avaient pas cette hygiène de vie. Donc à un moment donné, si je ne suis pas capable d'avoir le niveau de conscience qui fait que j'arrête de stimuler mon cerveau avec du thé, avec du café, avec de l'alcool, si à un moment donné, je ne peux pas avoir le niveau de conscience de dire « il faut que j'ai un bon sommeil, que je me couche à heure régulière et que je dorme suffisamment », et que j'observe mes habitudes qui font que « ok, ça me provoque un bon sommeil, ça me provoque un mauvais sommeil ». Je me pose 1 heure avant de dormir, tranquillement, pour me relâcher, me détendre, je laisse un peu détendre la pression, ralentir le système. Ok, je ne vais pas manger juste avant de me coucher, je ne vais pas faire une activité physique avant de me coucher. Ok. Tout ça, c'est de la prise de conscience, c'est du bon sens. C'est pareil pour l'équilibre alimentaire, c'est pareil pour tout. Les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des troubles de l'anxiété généralisée, en tout cas qu'on aurait pu identifier comme ayant ça, la plupart n'étaient pas du tout dans l'hygiène de vie dont je viens de te parler. Donc à un moment donné, il faut amener de la conscience dans sa vie et comprendre que c'est pas genre « ah ben oui, ben on m'a dit j'ai de la chimie dans le cerveau qui est pas la bonne » ou je ne sais quoi, et puis ma foi, ben je peux rien faire. Tu vois? Et quand on dit à la personne « ben si tu peux faire quelque chose, si tu peux te remuer, s'il y a des points sur lesquels tu peux agir », les gens, quelquefois, vont dire « ah mais je me sens coupable, tu me fais culpabiliser, parce que tu me dis que c'est de ma faute ». Il y a vraiment un problème avec le mot « culpabiliser ». On vit dans une société où c'est de la faute de personne. Rien n'est de la faute de personne. Quelqu'un va tuer des gens, on dit c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il a eu une enfance difficile. Quelqu'un veut rien foutre et est sur son canapé toute la journée à regarder Netflix ou à boire des bières, et puis cette personne ne travaille pas, ne cherche pas de travail, on va dire c'est pas de sa faute si elle ne cherche pas du travail. Une personne est en surpoids, on va dire c'est pas de sa faute. Une personne a tel ou tel problème relationnel, on va dire c'est pas de sa faute. C'est de la faute de personne. Rien n'est de la faute de personne. Voilà la société dans laquelle on vit. Je le redis, dans la société dans laquelle on vit, rien n'est de la faute de personne. Ah non, faut pas culpabiliser les gens, etc. Mais déjà, ce mot culpabiliser, je suis désolé, mais il y a un truc qui va pas dans ce mot. Il sonne pas juste. C'est pas une histoire d'être coupable. Si à un moment donné, je fais pas ce qu'il faut pour dormir correctement. Ou en tout cas, avoir une bonne hygiène de vie qui fait que je me couche à certaines heures, à heures régulières, j'organise le contexte pour pouvoir dormir correctement. Si à un moment donné, je ne m'organise pas correctement pour manger de manière équilibrée et saine, ok. Mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute à David Comcy? C'est de la faute à qui? À la petite souris? À Pierre-Paul Jacques? C'est de la faute à qui? Si la personne se dit « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute », elle fait rien. Qui c'est le chef de ta vie? C'est qui? C'est toi. Qui c'est qui doit décider à un moment donné, ok, les repas, ça se fait à telle heure, les repas, ça va se faire de manière consistante, ou je vais voir un nutritionniste qui me dit qu'est-ce que je dois manger,
qui m'aide à préparer mes repas, ou alors je vais m'inscrire sur un site qui va faire que je vais recevoir tous les jours mon repas à la maison. Il y a bien une part de responsabilité dans la personne. Si à un moment donné, je me dis je suis responsable de rien, je ne peux rien changer. Donc effectivement, si je me dis je suis responsable de rien, je ne peux rien changer, si je ne prends pas conscience de tout ce que je fais au quotidien, si à un moment donné je ne mets pas en place des actions pour changer des choses du quotidien, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut être conscient de ça. Il faut regarder les choses en face à un moment donné. Alors bien sûr, on peut parler de cas de figure de la personne, par exemple, qui serait obèse, mais elle a un problème de thyroïde, je sais pas quoi, etc. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui vont faire que, d'accord, que la personne, effectivement, a ces troubles de l'anxiété généralisée, etc. Et puis la chimie du cerveau et patati patata. Ok. Mais par expérience, je peux te dire que quelle que soit notre situation de vie, il y a une marge de manœuvre. Il y a des actions qu'on peut mettre en place, comme ce que j'expliquais il y a un instant, avec les repas, avec le fait de ne pas prendre de stimulants, de dormir correctement, d'avoir une activité physique, etc., etc. Il faut être conscient de ça. Et c'est trop facile de dire à un moment donné « Ah, ben je suis stressé, je me sens pas bien, etc. et je peux pas faire de sport. » Ou « Je peux pas manger correctement, je ne sais pas quoi. » Non. Dans ce cas-là, j'apprends à gérer mon temps. C'est quelque chose qui s'organise. Et une fois que j'ai appris à gérer mon temps, eh ben, je peux placer dans mon planning les choses qui sont importantes pour avoir une bonne hygiène de vie. Sinon, ça veut dire je laisse les choses se faire et je dis oui, mais c'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. Oh non, on m'a dit que c'était à cause de moi. Oh, ben je me sens coupable. Non, je suis désolé. C'est pas sympa ce que je dis. Mais c'est la réalité. Il faut voir les choses en face à un moment donné. Il faut arrêter de se morfondre. Il faut arrêter de dire « Oh, mais c'est de la faute de la chimie, du cerveau et machin, bidule. » Ok, les choses, elles sont comme elles sont. Sauf que, je le répète, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas le mental. Donc, tous les troubles psychiatriques ou psychologiques ou quoi que ce soit, tout ça, c'est quoi? C'est le mental qui a des dysfonctionnements. On est bien d'accord. C'est le fait qu'à un moment donné, la personne va stresser pour des situations de manière exagérée, va tout le temps penser à ce qui peut arriver de négatif, etc. C'est bien du mental. Alors, les gens vont dire non, ça vient des émotions, etc. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les émotions, c'est la manifestation dans le corps des pensées. À un moment donné, les pensées, je peux les contrôler. Je peux prendre conscience que je suis en train de penser à ceci ou cela. Alors peut-être qu'une personne qui est très anxieuse n'arrive pas dans l'instant à prendre conscience de ses pensées de la même manière qu'une personne qui l'est moins. Ok. Mais est-ce que c'est pour ça qu'elle n'a pas de marge de manœuvre? Non. Allez, on va mettre une échelle. On va mettre une échelle de 1 à 10 et on va dire échelle d'anxiété de 1 à 10. La personne, elle a une échelle d'anxiété de 1 à 10. Ok. Ben, il y a des petites choses qu'elle peut faire, il y a des petits comportements qu'elle peut changer, il y a des petites prises de conscience qu'elle peut avoir, des petits trucs qui peuvent la remuer intérieurement, comme peut-être avoir l'impression d'être traité de conne dans une vidéo, pourquoi pas, qui fait qu'à un moment donné, ça va faire un switch intérieur et elle va pouvoir passer de 10 à 9. Ben, c'est déjà une victoire. Et c'est déjà une victoire si elle arrive à se rendre compte de cette ivresse mentale. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on descend les niveaux comme ça, qu'on passe ensuite à 8, à 7, etc., etc., la personne petit à petit sort du mental, elle sort de l'emprise du mental et elle va récupérer sa vraie puissance intérieure. Juste comprendre ça. La vraie puissance intérieure n'a pas de troubles psychiatriques ou de troubles psychologiques. C'est juste le mental qui peut avoir des dysfonctionnements. Mais de toute façon, même quand un mental n'a pas en apparence de dysfonctionnement, il est quand même fou. Le mental est fou. Tous les mentaux, je ne sais toujours pas si on dit mental ou mental, tous les mentals, j'aime bien, tous les mentals sont fous. C'est tout. C'est tout. C'est pas autrement.
À un moment donné, on va le remarquer plus ou moins, suivant les situations, suivant ce que ça génère intérieurement. Mais quand on se dit, tiens, ça c'est l'homme ou la femme de ma vie, et puis qu'après on s'est trompé, est-ce que c'est pas de la folie? Quand on se dit, ah, mais je dois faire ça, ou alors j'achète quelque chose, et puis après, concrètement, je regrette pourquoi j'ai acheté ça, est-ce que c'est pas de la folie? La folie, elle est au quotidien tout le temps. Quand on transpose sur le monde extérieur ou sur les autres une image, une représentation des choses, et qu'on regarde cette image, est-ce que c'est pas de la folie? Le mental est fou. Tous les manteaux, là on va dire les manteaux, tous les manteaux sont fous. Il faut prendre conscience de ça. Et tu n'es pas le mental. Je répète, tu n'es pas le mental. Donc je peux dire le mental est fou, je peux dire le mental est con, je peux dire tout ce que je veux. Et c'est OK. Parce que tu n'es pas le mental, je ne suis pas le mental. Tu peux décider que tu es le mental. Tu peux décider que tu es les pensées. Tu peux décider que tu es les émotions. Tu peux t'identifier à tout ça. C'est ton problème. Et effectivement, dans ce cas-là, tu vas te sentir con, tu vas te sentir fou, tu vas te sentir tout ce que tu veux. Mais, encore une fois, tu n'es pas le mental. Si certaines vidéos, si certaines choses que je peux dire peuvent provoquer des électrochocs, peuvent secouer la personne intérieurement et lui amener des ouvertures de conscience, tant mieux. Ou si ça peut lui emmener des ancrages intérieurs qui fait que la prochaine fois qu'elle partira en vrille et qu'elle aurait tendance à être à 10 dans l'anxiété, elle sera simplement à 9 ou à 8 ou à 7, eh bien c'est OK. Si à un moment donné, elle peut être tellement énervée ou remuée avec cette histoire de dire « Ah, mais attends, j'étais traité de con, c'est quoi cette histoire? Je vais lui montrer, moi. Je vais lui montrer que je suis intelligent. Je vais lui montrer que je peux faire du sport. Je vais lui montrer que je peux manger correctement. Je vais lui montrer que je peux dormir correctement. Je vais lui montrer que je peux arrêter de consommer des excitants comme le tabac, le café, etc. Ah, ben je vais lui montrer, moi, qui c'est le plus malin dans l'histoire. » Eh bien, c'est très bien si la personne réagit comme ça. Voilà. Je ne sais pas exactement où on en est dans la vidéo, parce qu'il y a eu des moments où j'étais plus dans l'explication des choses, la remémoration de certaines histoires, certaines anecdotes que je t'ai racontées, des moments de lâcher prise, donc il y avait de l'ascenseur, ça montait, ça descendait, etc. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'assume totalement le fait que les vidéos soient comme elles sont. Elles partent d'une intention, qui est l'intention d'aider les gens. Les gens le perçoivent ou ne le perçoivent pas. Ils le perçoivent à différents niveaux. Ils intègrent les choses à un certain niveau, c'est OK. Ils peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est OK. De toute façon, je ne cherche pas à convaincre la partie qui pense. Ça se passe à un autre niveau. Et surtout, ça se passe en multicouche. Ce n'est pas parce que mentalement, j'ai compris quelque chose d'une vidéo. Ah oui, j'ai compris ce qu'il a dit, très bien. Oh super, il a parlé de ça, il a parlé de ça, et puis voilà. Qu'il n'y a pas des choses qui se passent en profondeur. Et qu'il n'y a pas des choses qui se passent à différents niveaux. Parce que oui, la personne qui serait dans un niveau d'anxiété ou de je ne sais quoi, de niveau 10, peut-être que dans la vidéo, elle va juste comprendre la surface. Mais peut-être le jour où elle revient voir la vidéo et qu'elle est au niveau 9, peut-être qu'il y a autre chose qui va passer. Et quand elle sera au niveau 8, il y a autre chose, au niveau 7, il y a autre chose, etc. Et peut-être qu'un jour, elle sera au niveau 0, au niveau 1, je ne sais pas, c'est quoi le minimum. Et puis elle se rendra compte du chemin parcouru. Et elle se rendra compte à quel point cette vidéo était importante et à quel point cette vidéo était un point de pivot dans sa vie. Par expérience, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et que quand une personne vient voir une vidéo, et surtout quand cette personne regarde la vidéo en entier, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, ce n'est pas toujours la raison qu'elle connaît. C'est avec le temps qu'on découvre cette raison. Et c'est avec le temps qu'on découvre qu'est-ce qui dans la vidéo a provoqué quoi. Donc il faut juste avoir confiance. Et savoir que ce n'est pas David Comcy qui te guide. C'est quelque chose qui est au-delà. C'est quelque chose qui est au-delà de la partie qui pense de David Comcy. C'est l'intelligence de la vie, d'une certaine manière, qui va te guider à travers ces vidéos à certains moments. De la même manière, cette intelligence de la vie va me guider pour fabriquer les vidéos, pour faire que ces vidéos émergent et qu'elles prennent vie. Et j'ai totalement confiance dans le processus. Et si tu sens au fond de toi qu'il y a des choses que tu dois changer dans ta vie, il faut juste avoir confiance et dire « Ok, je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui peuvent gratter à un moment donné, qui peuvent me gratouiller un petit peu, qui peuvent m'énerver ou je ne sais pas quoi. Et c'est OK. »
Et quand tu lâches prise comme ça, tu te rendras compte que tout est fait dans la bienveillance et tout est fait pour te faire avancer, même si quelquefois, ça passe par de l'agitation, même si quelquefois, ça passe par des choses qui ne sont pas toujours agréables. Ce qui est important, c'est le résultat. Ce qui est important, c'est que petit à petit, vidéo après vidéo, il y a une transformation qui se met en place à l'intérieur. Il y a une pacification du mental. Il y a un recul par rapport au mental qui fait qu'à un moment donné, je ne suis plus le mental, je ne suis plus les pensées, je ne suis plus les émotions, mais je suis capable de percevoir ces choses. Je ne suis plus non plus les traumatismes pour certaines personnes qui auraient été traumatisées. Et probablement qu'on avancera sur ce sujet dans d'autres vidéos. Je ne suis plus les traumatismes. Mais les traumatismes sont là, je les perçois, ils sont là, et je les vois bouger, je les vois essayer de sortir, je les vois interagir avec mon quotidien, etc. Et c'est OK. Je ne suis plus les traumatismes. Je ne suis plus tout ça. Et à partir du moment où je ne suis plus tout ça, je peux avoir de l'impact sur ce tout ça. Si je suis les pensées, je ne peux pas avoir d'impact sur les pensées. Si je suis les émotions, je ne peux pas avoir d'impact sur les émotions. Si je suis l'anxiété, je ne peux pas avoir d'impact sur l'anxiété. Si je suis les peurs, je ne peux pas avoir d'impact sur les peurs. Ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est te sortir de tout ça, te sortir du mental, te sortir de cette identité mentale ou te sortir de ces étiquettes que des psys ont pu te mettre ou des étiquettes que tu as pu te mettre toi-même en cherchant des choses sur les forums internet à dire « Ah ben voilà, j'ai tel problème, ah telle étiquette. » Voilà, non. Tu n'es pas tout ça, tu n'es pas les étiquettes, tu n'es pas tout ça. Et tu n'es pas con non plus. Le mental est con. Oui, oui, je persiste. Et si je suis tout le temps dans le mental, je suis tout le temps con. Et quand je dis je parle pour moi aussi. Si à un moment donné, je laisse cette partie qui pense dans tous les sens, qui fait n'importe quoi, continuer de faire n'importe quoi, je vais avoir des comportements cons. Et au bout d'un moment, à force d'avoir ces comportements cons, oui, on va dire je suis con. Ce n'est pas un abus de langage, c'est une réalité. De la même manière qu'une personne qui serait tout le temps ivre, qui buvrait tous les jours, au bout d'un moment, on va dire elle est alcoolique, parce que c'est comme ça. C'est pas juste ponctuel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien là, c'est la même chose. Tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les peurs, tu n'es pas les doutes, tu n'es pas le stress, tu n'es pas les émotions, tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas toutes les étiquettes que l'on peut mettre sur le mental, tu n'es pas tout ça. Et tu n'es pas le mental qui se regarde lui-même en disant « Non, je ne suis pas ça ». Non. Au fur et à mesure que tu descends à l'intérieur de toi, et bien petit à petit, tu as ce recul. Non pas un recul intellectuel, mais un recul sensoriel sur ce que tu n'es pas. Et quand tu as ce recul sensoriel sur ce que tu n'es pas, petit à petit, ça t'aide à devenir ce que tu es. Et ce que tu es vraiment, n'est pas une autre version du mental. On s'en fout du mental. Quels que soient les problèmes du mental, quel que soit ce que tu as pu vivre ou quoi que ce soit, tu n'es pas ça. Tu es ton être intérieur, tu es ton âme, tu es quelque chose qui donne vie à ce corps, qui donne vie à tous ces processus, qui donne vie à tout ça. Et l'objectif, c'est de laisser ce quelque chose, c'est de laisser cette âme, c'est de laisser cet être intérieur pouvoir utiliser le véhicule pour continuer son chemin d'évolution. Et que ça ne soit pas le véhicule qui se conduise tout seul. Que ça ne soit pas le mental qui dirige le véhicule à faire n'importe quoi. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas se regarder le nombril. La vie, c'est pas s'identifier aux peurs, aux pensées, aux émotions, etc. La vie, c'est être capable de sortir de ça et découvrir son vrai potentiel et utiliser ce vrai potentiel pour transformer notre vie et avoir un impact sur la vie des autres. C'est ça qui nous amène une vraie satisfaction et c'est ça qui nous transforme intérieurement. Et c'est ça qui fait que notre âme, notre être intérieur, est passé par différentes étapes, par différentes incarnations, par différents règnes, que ça soit le règne humain et avant le règne animal et avant le règne végétal et avant le règne minéral. Si cette partie est passée par toutes ces étapes, c'est parce qu'elle a évolué, elle a grandi entre-temps. On n'est pas sur Terre pour glandouiller. On n'est pas sur Terre pour se regarder le nombril, encore une fois, ou se dire « Oh, j'ai tel ou tel problème, etc. » On s'en fout de tout ça. On n'est pas tout ça. Tout ça, c'est un véhicule. On n'est pas tout ça. On est la partie divine. On est
La partie supérieure, on est la partie divine qui est à l'intérieur et qui est là pour conduire le véhicule. Et on est là pour laisser cette partie conduire le véhicule parce qu'à travers ce véhicule, le véhicule, là, à travers ce véhicule, elle peut interagir avec le monde. C'est à travers ce véhicule que ma partie divine peut interagir avec toi à cet instant précis, à travers le véhicule. C'est cette partie divine, c'est cette âme qui conduit le véhicule à cet instant. Et c'est ça qui amène du changement, et c'est ça qui amène cette partie divine, cette âme, à se transformer, à grandir et être capable de pouvoir gérer encore mieux ce véhicule et faire que ce véhicule sera encore plus capable d'interagir avec le monde extérieur. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va interagir avec ce monde extérieur, il permet à mon âme de grandir. Parce qu'en s'exprimant, en interagissant avec le monde, elle augmente sa capacité d'interagir avec ce corps physique. Avant, elle n'en était pas capable. Elle pouvait juste interagir avec un corps animal. Avant, avec un corps végétal. Au préalable, avec un corps minéral. Donc, il y a une progression. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer, entre guillemets, à l'humain 2.0. Ou peut-être simplement au vrai humain. Parce que peut-être qu'en apparence, on ressemble à des humains, mais on est encore juste que des animaux. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un chemin d'évolution. Et ce chemin d'évolution, quand tu rentres dans ce chemin d'évolution, quand tu as ce recul, tu te rends compte à quel point les petites conneries du quotidien, les petits stress du quotidien, les petites anxiétés, etc., ça n'a pas d'importance. Parce que plus tu es connecté à cet être intérieur, plus tu as cette énergie de la vie qui coule dans tes veines. Il n'y a pas besoin de café, il n'y a pas besoin de stimulant, c'est l'énergie de la vie qui coule dans tes veines. Et à ce moment-là, cette énergie de la vie, oui, elle peut régénérer le corps. Oui, elle peut changer la chimie du cerveau. Oui, elle peut changer tout un ensemble de choses. Il y a juste à la laisser couler et à sortir du mental qui dit « Oh non, tu ne peux pas changer ça. Oh non, c'est parce que ceci, parce que cela, etc. » On s'en fout. On s'en fout du mental. Tu n'es pas le mental, tu n'es pas les émotions, tu n'es pas les peurs, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas l'anxiété. Tu es rien de tout ça. Tu es beaucoup plus que tout ça. Tu es au-delà de tout ça. Et petit à petit, vidéo après vidéo, ça t'emmène à vivre ce que tu es réellement. Et je sais que le mental, il va se rebeller à un moment donné. Je sais que l'ego, il va se rebeller. Il va dire non, c'est pas comme ça, mais il se prend pour qui, me traiter de con, etc. Eh bien, génial. On n'est pas là pour faire plaisir à l'ego. On n'est pas là pour le caresser dans le sens du poil. On n'est pas là pour raconter des légendes ou des petites histoires de bisounours ou de licornes. On est là pour continuer notre chemin d'évolution. On est là pour laisser cet être intérieur s'exprimer. On est là pour laisser la vie s'exprimer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier.